Je vous présente aujourd'hui notre 495e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, les vœux du président Macron, nul doute que vous les avez suivis. Oui. Alors, qu'en avez-vous pensé, président? Écoutez, j'ai trouvé que c'était très long. C'était assez plat, ce n'était pas original. J'y ai relevé une citation sur l'immigration, un problème qui m'intéresse, sur l'asile. C'est une déclaration assez ambiguë, proclamant la bonne volonté de la France d'accueillir tous les réfugiés du monde, mais tout de même sous certaines conditions que l'on allait établir, et on serait impitoyable en ce qui concerne le problème des gens qui seraient refusés. Or ça, c'est un mensonge. Je crois que c'est la Cour des comptes qui a établi qu'il y avait 1% des refusés au droit d'asile qui étaient expulsés. Et en fait, ce 1%, ce sont des Européens, ce sont des Roms d'habitude. On ne peut pas, en fait, expulser à l'extérieur du territoire européen parce qu'on se trouve dans des conditions de sécurité tout à fait difficiles. En revanche, je pense qu'on peut et on doit modifier notre droit d'asile. De quoi s'agit-il? Ce droit d'asile date d'une convention, cette convention de Genève de 1951, immédiatement après la guerre, et elle avait pour objectif un petit peu de permettre l'entrée en Europe de l'Ouest et l'intégration de gens qui fuyaient, qui arrivaient à fuir le régime soviétique. Oui. Et n'a tenu depuis quelques décennies aucun compte du phénomène le plus important de l'histoire du monde du dernier millénaire, c'est l'explosion démographique qui a conduit la population mondiale en 50 ans de 3 à 8 milliards. Et nous sommes actuellement submergés, en tous les cas en voie de submersion, je vous citerai des chiffres si vous voulez, en voie de submersion par une immigration extra-européenne, nord-africaine, africaine, asiatique, mais aussi même maintenant sud-américaine. Et il faut au plus tôt prendre des dispositions et supprimer toutes les lois libérales, extrêmement libérales, qui permettent l'accès en France, l'intégration, la nationalisation, la naturalisation, etc., etc. Nous sommes en danger de mort. Je voudrais vous citer, tenez, un exemple. C'est une déclaration, je la prends ici si vous voulez bien, du cardinal africain Sarah, oui, cardinal qui Sarah, met en garde les Européens. Il dit « Vous êtes envahis par des peuples qui vont vous dominer ». C'est un cardinal africain qui a fait cette déclaration, et elle correspond à une réalité, puisqu'aussi bien des gens qui étaient jusqu'à présent nos adversaires politiques et qui prennent aujourd'hui conscience dans leur profession même de démographe de la gravité de la situation, Madame Tribala et Monsieur Lebras, par exemple, qui reconnaissent aujourd'hui des chiffres qui sont absolument dramatiques. Tenez, pour ne citer qu'un seul, je cite, Monsieur Gourevitch évalue à 13 millions le nombre d'étrangers extra-européens actuellement en France. Mais Azouz Begag, lui, pense qu'il y a entre 12 et 15 millions de musulmans en France. Parce qu'il n'y a pas, quand ils sont des Noirs africains, il n'y a pas que des musulmans. Il y a aussi des chrétiens, des animistes, etc. Mais ce phénomène est révélé malgré l'interdiction des statistiques ethniques, c'est-à-dire qu'on ne veut pas savoir délibérément la détection de la drépanocytose, maladie infantile, permet de constater aujourd'hui que 40% des naissances en France sont d'origine extra-européenne. 40%. 4 enfants sur 10 qui naissent aujourd'hui, mais ils seront plus nombreux, de plus en plus nombreux, si on ne prend pas des dispositions drastiques. Et je répète que la France connaît beaucoup de problèmes, comme tous les pays du monde.
Elle a ses problèmes économiques, sociaux, bref, tout, et environnementaux. Mais le plus important, l'essentiel, c'est le problème démographique. C'est la menace de submersion de l'Europe par le reste du monde, la déferlante migratoire, et ceci met en péril même l'existence même de nos peuples, et sans parler de leur liberté, etc. Par conséquent, c'est le problème essentiel. Il est beaucoup plus important que tout le reste, et si on devait introduire des réformes, c'est maintenant et sur ce sujet-là qu'elles devraient porter tout de suite. Oui, alors quand vous parlez de la France, vous avez de territoire français, parce que Mayotte, par exemple, c'est 99,6% de population étrangère. Alors ça met en cause... De naissance étrangère. Ça met en cause non pas le droit d'asile, mais le droit du sol. Oui. En ce sens que les gens des Comores viennent accoucher à Mayotte, de façon à ce que l'enfant, en vertu du droit du sol, ait la possibilité de devenir français. Ce qui fait qu'il y a pratiquement plus d'immigrés à Mayotte qu'il y a de population locale. Oui. C'est un exemple. Par exemple, il n'y a pas ça. Il y a d'autres endroits. Il y a la Guyane, il y a pas mal de Nouvelle-Calédonie, etc. Des territoires français d'outre-mer, oui, où il y a aussi une immigration qui n'est pas comptabilisée dans les chiffres que j'ai donnés, mais qui, en fait, devrait l'être. Bien entendu. Bon, alors, revenons à Emmanuel Macron. Comment évaluez-vous le bilan de ces 6 mois de présidence ? Monsieur Macron a eu de la chance. Il a eu de la chance parce que un développement quand même relatif, mais réel, de la croissance, une diminution pas très importante, mais réelle, du nombre de chômeurs, pas d'attentats spectaculaires, donc il a de la chance, qu'il en profite parce que je pense que ça ne va pas durer. Et il va se heurter assez vite à des problèmes, ne serait-ce que s'il prend une position courageuse, ce dont on peut douter éventuellement, dans l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, eh bien il risque là d'avoir déjà des conflits importants avec les écologistes d'une part et sur le terrain avec les activistes qui s'y manifestent. Oui, d'ailleurs, il est attendu sur ce terrain-là, justement, à ce propos. Pensez-vous que son gouvernement soit un gouvernement de gauche, très honnêtement ? C'est un gouvernement de gauche-de-droite. Oui. C'était la définition de M. Juppé. Le Premier ministre est juppéiste, le maire du Havre. Et par conséquent, c'est donc, en effet, c'est la gauche de la droite. Et comme la droite n'a jamais eu tout à fait le courage d'être de droite en France, eh bien, ça nous dépale assez largement vers la gauche. Alors, le bilan du réveillon de la Saint-Sylvestre, 1031 véhicules incendiés volontairement, bien entendu, 306 interpellations, des policiers lynchés en intervention. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, se disait pourtant satisfait lundi matin avant que tous ces chiffres et infos définitifs de la nuit ne lui reviennent. Quelle est votre réaction ? Oui, avant de savoir que la pluie tombe, en effet, on n'est pas mouillé, c'est sûr ça. Alors, ce qui est certain, c'est que tous ces chiffres d'insécurité sont en augmentation. Et elles vont se développer s'il n'y est apporté une réponse extrêmement claire, nette de l'État, qui doit faire respecter la police, les gardiens de prison, la loi en règle générale. Les magistrats doivent prononcer les peines qui conviennent et qui sont justes, et ces peines doivent être exécutées. Or, ce n'est pas le cas. La novation consiste, qui est dérisoire, à faire placer 50 000 postes de téléphone dans les cellules de nos prisons. Ça peut faire un bon marché pour je ne sais quelle marque. Il y a quelqu'un qui en tirera un bénéfice sûrement. Sans aucun doute. Mais il est bien évident que la sécurité des prisons n'en tirera aucun. Le fait d'avoir un téléphone familial, entre guillemets, n'empêchera pas du tout d'avoir des téléphones portables et le trafic de téléphones portables à se multiplier, qui permet d'entretenir toutes sortes de relations, y compris des relations criminelles avec l'extérieur des prisons.
Alors parmi, justement, ça fait partie des mesures phares du mois de janvier, des hausses de taxes aussi en tout genre ont surpris les contribuables lors du passage à 2018, à commencer par les carburants, le gaz, le tabac, les taxes d'habitation. Ça n'a pas baissé pour autant la popularité du président. Je crois que le sondage de popularité a eu lieu avant l'annonce des hausses. Mais cela étant, pour l'instant en tout cas, les Français semblent faire confiance à M. Macron, mais ça, à mon avis, ça ne durera pas. Et c'est vrai que cette salve extraordinaire oui, tout de même, en début d'année, comme cadeau, comme étrenne, oui. Comme cadeau de fête de la part du gouvernement, c'est assez sévère pour les citoyens français, pour les contribuables. Mais il paraît qu'on va alléger dans d'autres domaines. Nous attendons de voir. Mais alors pouvons-nous, si vous le voulez bien, effectuer un léger survol de l'actualité internationale? Un mouvement de contestation que vous n'ignorez pas, faisant suite aux élections iraniennes, semble avoir alors été soufflé par le président américain. Ce n'est pas la première fois que les USA jouent un rôle dans l'histoire des bouleversements de ce pays, notamment en 1979. Qu'en pensez-vous, président? Oui, c'est vrai que l'Occident est allé là-bas s'offrir des bâtons pour se faire battre. Parce que c'est en effet les Américains, semble-t-il, qui aient provoqué le départ du Shah d'Iran et son remplacement par les islamistes, qui sont actuellement au pouvoir et dont je rappelle tout de même que l'Iran est un pays de 80 millions d'habitants, qui est un pays de production pétrolière, et entre autres, mais qui n'a pas de cette activité, c'est l'ancienne Perse, c'est-à-dire que ça n'est pas rien, et qui est dirigé par Khamenei, n'est-ce pas, comment s'appelle, le guide suprême, oui. Et qui fait actuellement un effort pour se doter d'équipements, disent-ils, civils sur le plan nucléaire, ce qui est tout à fait le droit d'un pays qui a des membres de l'ONU. C'est ce que j'avais en son temps souligné. Mais il est évident l'Occident joue de cette rivalité chiite-sunnite entre, grosso modo, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Je rappelle tout de même qu'il y a eu une guerre terrible entre l'Iran et l'Irak, qui a duré plusieurs années et causé des centaines de milliers de morts. Donc, je crois que le gouvernement iranien a fait une démonstration de force populaire hier ou avant-hier, et qu'il considère, officiellement, que cette phase de contestation est terminée. Nous verrons bien. Oui, l'avenir nous le dira. Et alors, toujours dans l'échiquier mondial, envisagez-vous sérieusement la réélection du président russe Vladimir Poutine? Oui, ben, je crois que il a un tapis rouge, si j'ose dire, devant lui, et qu'il sera réélu. Ce que, personnellement, je trouve une assez bonne chose, car le président Poutine a fait preuve de modération, manifeste une volonté de coopération avec l'Ouest et même avec les États-Unis, ce dont je ne saurais trop me réjouir. Alors par conséquent, je suis heureux de savoir que le pouvoir en Russie n'est pas l'objet de contestation et que le président Poutine, qui a mené son affaire assez bien, me semble-t-il, continuera de le faire. C'est toute la grâce que je lui souhaite en ce début d'année et en guise d'étrenne. Merci pour ces réponses. Avez-vous quelques lectures aujourd'hui, cher président? J'ai une lecture. Une sainte lecture, puisqu'il s'agit de la vie de Sainte Geneviève. La patronne de Paris. D'ailleurs, par Geneviève Chauvel, ce qui est tout à fait normal, et ça paraît chez Archipel. Mais alors, il y a une chose étonnante, c'est que ce livre qui traite de la vie d'une sainte est préfacé par Jean-François Kahn, qui affirme d'ailleurs dans sa préface qu'il ne croit pas au miracle, et pas plus qu'on est obligé de croire aux opinions de monsieur Jean-François Kahn, et qui, en particulier, dit que Geneviève s'est pas battue
contre Attila lors de la prise de Paris, puisque c'est Attila qui avait décidé de marcher sur une autre ville que sur Paris. Mais elle aurait, en revanche, contribué au ravitaillement de la ville qui était assiégée par les Francs, alors qu'elle était elle-même la fille d'un chef franc qui s'appelait Sévérus. Vous savez qu'elle est née à Nanterre. Parce que le Front National a toujours choisi des grandes villes historiques, Saint-Cloud, Clodoald, petit-fils de Clovis, Nanterre avec Geneviève, dont l'immense mérite fut en effet d'amener Clovis à l'évêque Rémy pour être baptisé avec ses guerriers et nouer en quelque sorte l'alliance qui a conditionné l'histoire de France pendant des siècles. Savez-vous de surcroît que, bien sûr, Geneviève est la patronne de Paris, mais elle est aussi une des 3 patronnes de France, avec la Vierge Marie et Jeanne d'Arc, et elle est aussi la patronne de la gendarmerie nationale. Ils en ont bien besoin. Alors, voulez-vous, cher Président, réitérer vos vœux pour nos amis internautes, vos vœux de 2018 ? Pourquoi pas trop fort, on dit en Bretagne, trop fort n'a jamais manqué. En conséquence, c'est avec beaucoup de joie, de plaisir, que je m'adresse à nos amis internautes et que je leur souhaite une heureuse année. Que je leur souhaite de ne pas se laisser déborder par les soucis et de penser que le fait d'être français encore aujourd'hui est une chance extraordinaire dont ils doivent profiter ainsi et en faire profiter leurs enfants et leurs amis. Que la grâce soit sur nous tous et que nous ayons la chance d'avoir une bonne et heureuse année. Merci, Président.